Vers 18 h le 20 juin 2022, les ambulanciers ont été appelés d'urgence dans une petite résidence à Setúbal, au Portugal. Ils y ont trouvé Jessica Biscaya, une enfant de seulement 3 ans, le corps couvert d'hématomes et les pupilles complètement dilatées, un signe clair que quelque chose de terrible s'était produit. Quelques heures plus tard, malgré toutes les tentatives de réanimation, la petite Jessica décéderait avant même d'arriver à l'hôpital. Son corps présentait plus de 130 blessures, incluant des marques d'agression brutale, des hématomes sur tout le corps et des signes de torture qui ont choqué même les médecins les plus expérimentés. La fillette qui aurait dû jouer dans une colonie de vacances, comme sa mère l'avait dit à son compagnon, avait en réalité été victime de l'un des crimes les plus barbares jamais enregistrés au Portugal, impliquant une prétendue sorcière, une dette de 800 € et 5 jours de torture inimaginables. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment une simple consultation de sorcellerie s'est transformée en l'une des histoires les plus troublantes de Setúbal, où une enfant innocente a été utilisée comme instrument de recouvrement par une femme qui prétendait pouvoir contrôler des forces surnaturelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun cas aussi marquant que celui-ci. Inès Sanchez, à 37 ans, vivait une existence marquée par la pauvreté et la violence domestique à Setúbal, au Portugal. Mère de 6 enfants, sa vie était un portrait vivant de la misère structurelle qui se perpétue à travers les générations. 4 de ses enfants vivaient chez des membres de la famille, incapables de s'occuper d'eux au milieu de tant de difficultés. Sa fille aînée avait été placée en institution à la demande de sa propre grand-mère maternelle, qui voyait dans cette mesure la seule chance d'un meilleur avenir pour sa petite fille. Maintenant, Inès plaçait ses derniers espoirs dans une nouvelle relation avec Paulo Amancio, craignant que ce compagnon ne l'abandonne aussi, comme tant d'autres l'avaient fait. L'appartement où il vivait était minuscule et précaire, situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de Setúbal. Jessica, sa fille de 3 ans, n'avait même pas sa propre chambre, elle dormait dans un coin improvisé du salon. La fillette avait été suivie par le service hospitalier des enfants et jeunes à risque dès son premier mois de vie, en raison des agressions constantes que sa mère subissait de la part du père biologique de l'enfant, Nelson. Les voisins appelaient fréquemment la police en raison des épisodes de violence, et mère et fille avaient même vécu dans la rue lorsqu'elles avaient été forcées de quitter leur maison. C'est dans ce contexte de profonde vulnérabilité émotionnelle et sociale qu'Inès a rencontré Ana Cristina Pinto, Tita, une femme de 52 ans qui exerçait une forte influence dans la communauté locale. Tita se présentait comme une puissante voyante et pratiquante de sorcellerie, exploitant la foi et le désespoir des plus vulnérables. Lors de sa première rencontre avec Inès, elle s'est vantée de ses prétendus pouvoirs surnaturels, exhibant un autel rempli de bougies, de saints et d'autres objets mystiques dans sa maison, qui se trouvait à quelques pâtés de maison de la résidence d'Inès. La proposition de Tita semblait être la solution à tous les problèmes d'Inès, un puissant sortilège d'amour qui garantirait que Paulo ne l'abandonnerait jamais. Le prix demandé était de 800 €, une somme astronomique pour une femme qui pouvait à peine nourrir sa plus jeune fille. Désespérée et croyant au pouvoir de Tita, Inès accepta le travail spirituel, sans avoir la moindre idée de comment elle le paierait. Au fur et à mesure que les demandes de paiement s'intensifiaient, Tita révélait sa véritable nature. Ses exigences devenaient de plus en plus agressives, et elle commença à élaborer un plan qui démontrerait sa cruauté. La soi-disant sorcière n'agissait pas seule, elle comptait sur la complicité de son mari Justo Monte, 58 ans, un homme connu pour son tempérament violent, et sa fille Esmeralda, 27 ans, qui participait activement aux manigances de sa mère. Le plan pour capturer Jessica fut élaboré avec une froideur calculatrice qui choquerait même les enquêteurs les plus expérimentés. Tita utilisa sa propre petite fille, une fillette du même âge que Jessica, comme appât. Les 2 enfants avaient l'habitude de jouer ensemble, ce qui rendait tout encore plus pervers. Un jour apparemment normal, Tita invita Jessica à jouer avec sa petite fille, comme elle l'avait fait d'autres fois. La petite, innocente et joyeuse comme n'importe quel enfant de 3 ans, ne pouvait pas savoir que ce serait le début de son calvaire. Une fois l'enfant en son pouvoir, Tita révéla ses véritables intentions à Inès, Jessica serait retenue en otage jusqu'au paiement de la dette. La femme qui prétendait pouvoir contrôler des forces surnaturelles montrait maintenant que sa véritable force venait de la cruauté humaine la plus élémentaire. Ce qui avait commencé comme une recherche naïve de l'amour à travers des croyances en des pouvoirs mystiques se transformerait en prélude de l'une des histoires les plus brutales jamais enregistrées au Portugal. La maison qui se transforma en chambre des horreurs pour Jessica allait être le théâtre d'une cruauté systématique qui durerait exactement 5 jours. Ce que Tita, son mari Justo et sa fille Esmeralda firent pendant cette période dépasserait les limites de ce que les enquêteurs considéraient possible en termes de brutalité envers un enfant.
Dès les premières heures de captivité, la famille commença à exécuter un plan de torture méticuleusement pensé pour faire pression sur Inès. À chaque appel téléphonique, il s'assurait que la mère entende les cris désespérés de Jessica en arrière-plan. Inès, paralysée par la peur et l'impuissance, reconnaissait la voix de sa fille dans pratiquement chaque appel, mais était menacée si elle tentait de chercher de l'aide. La terreur psychologique était calculée, parfois, il laissait la fillette parler brièvement avec sa mère, uniquement pour reprendre ensuite les agressions, dont les sons résonnaient à travers le téléphone. Les méthodes de torture escaladèrent rapidement en brutalité. Utilisant leur force physique, les 3 adultes se relayaient dans des sessions de passage à tabac qui laisseraient 130 blessures documentées sur tout le corps de l'enfant. Il ne s'agissait pas de simples agressions, c'étaient des actes systématiques qui incluaient des coups de poing, des coups de pied et des coups avec des objets. La petite Jessica avait des hématomes sur le visage, les lèvres blessées et des marques sur tout le corps, certaines si profondes que les médecins légistes auraient plus tard des difficultés à les cataloguer. Pour faire taire les cris de l'enfant et éviter les soupçons des voisins, le trio eut recours à une méthode encore plus perverse, ils commencèrent à droguer Jessica. Les enquêtes ultérieures révéleraient qu'ils allèrent jusqu'à mettre de la cocaïne dans sa couche, une technique cruelle qui permettait à la drogue d'être absorbée lentement par le corps de la fillette. L'enfant alternait entre des états de conscience et d'inconscience, mais cela n'empêchait pas les agressions de continuer. L'un des aspects les plus troublants de la captivité fut la participation active de tous les membres de la famille. Esmeralda, qui était elle-même mère d'une fillette du même âge que Jessica, ne montra aucune empathie maternelle. Justo, avec sa force physique supérieure, était particulièrement brutal dans ses agressions. Et Tita, la prétendue sorcière, qui promettait d'aider les gens à travers des pouvoirs surnaturels, coordonnait toute l'opération avec une froideur qui choquerait même les criminels expérimentés. Les témoins du quartier rapporteraient plus tard à la police qu'ils entendaient des pleurs et des cris provenant de la maison, mais personne n'imaginait l'étendue de l'horreur qui se déroulait à l'intérieur. Le fait que Tita est une petite fille du même âge qui jouait fréquemment dans la maison servait d'écran de fumée parfait, qui aurait soupçonné qu'une grand-mère serait capable d'une telle cruauté envers un enfant. Au fil des jours, l'état de Jessica se détériorait rapidement. Les agressions ne cessaient pas, et l'usage continu de drogue pour la maintenir sédatée commençait à avoir des effets visibles sur son petit corps. Ses yeux, autrefois brillants et joyeux comme ceux de n'importe quel enfant de 3 ans, restaient maintenant constamment dilatés, un signe alarmant de l'intoxication chimique à laquelle elle était soumise. Le 5e jour de captivité, quelque chose changea. Le corps de la petite Jessica commença à montrer des signes qu'il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Ses réactions étaient de plus en plus lentes, et même les moments de conscience devenaient rares. C'est alors que les ravisseurs réalisèrent qu'ils étaient allés trop loin, non pas parce qu'ils se souciaient de la vie de l'enfant, mais parce qu'une issue fatale pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus graves pour eux. Se rendant compte que la situation avait échappé à tout contrôle, Tita prit une décision qui scellerait définitivement le destin de la petite Jessica. Le matin de ce lundi 20 juin 2022, elle convoqua Inès pour récupérer sa fille. Ce que la mère trouva fut une scène qui la hanterait pour le reste de sa vie, sa fillette était pratiquement inerte, le corps couvert d'hématomes et les yeux effrayamment dilatés. Tita, dans une dernière démonstration de sa cruauté calculatrice, tenta encore de dissimuler la situation. Elle remit à Inès quelques médicaments, disant qu'ils étaient pour calmer la fillette, et lui ordonna de ne pas chercher immédiatement une aide médicale. Les menaces continuaient, si Inès dénonçait ce qui s'était passé, non seulement elle, mais toute sa famille en subirait les conséquences. Paralysée par la peur et la culpabilité, Inès prit une décision qui deviendrait son plus grand tourment, elle ramena Jessica à la maison, espérant qu'elle irait mieux avec le temps. Arrivant à la résidence qu'elle partageait avec son compagnon Polo Amancio, elle tenta d'expliquer l'état de sa fille avec une histoire mal élaborée sur une chute à la crèche. Elle mentionna un prétendu médicament appelé Atarax, qui justifierait l'état léthargique de l'enfant. Les heures suivantes furent cruciales et dévastatrices. Pendant que Jessica gisait immobile, son petit corps menait une bataille perdue contre les dommages causés par 5 jours de torture et de drogue. Polo, bien que soupçonnant que quelque chose de beaucoup plus grave s'était produit, ne parvenait pas à extraire la vérité d'Inès, qui restait prisonnière entre la peur des menaces de Tita et la terreur d'admettre sa propre participation à la tragédie. Ce ne fut qu'au début de cette nuit-là, vers 18h, lorsque Jessica commença à avoir des convulsions, qu'Inès trouva enfin le courage d'appeler une ambulance. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, mais le scénario qu'ils trouvèrent était dévastateur. La fillette présentait des taches violettes sur tout le corps, des hématomes sur l'abdomen et, plus alarmant encore, ses pupilles étaient complètement dilatées, un signe classique de lésion cérébrale sévère.
L'équipe d'urgence commença immédiatement les procédures de réanimation. Là même, dans le petit appartement d'un des quartiers les plus pauvres de Setúbal, commença une course frénétique contre la montre. Les professionnels luttaient non seulement contre les dommages physiques visibles, mais aussi contre les effets inconnus des substances qui avaient été administrées à l'enfant pendant sa captivité. L'ambulance partit à grande vitesse vers l'hôpital São Bernardo de Setúbal, les sirènes déchirant le silence de la nuit. Durant le trajet, les ambulanciers ne cessèrent pas leur tentative de réanimation. Inès, assise à côté de sa fille dans l'ambulance, regardait impuissante pendant que les professionnels faisaient tout pour maintenir sa fillette en vie. Au milieu des manœuvres de réanimation et du son des équipements d'urgence, Jessica Sofia Toma Biscaya, âgée de seulement 3 ans, exhala son dernier souffle dans les bras de sa mère, avant même d'arriver à l'hôpital. Les médecins des urgences, en recevant le corps de la petite Jessica, tentèrent encore quelques manœuvres de réanimation, mais il était trop tard. Le décès fut officiellement déclaré, et une équipe médicale expérimentée, habituée à gérer des tragédies quotidiennes, ne put retenir ses larmes en constatant plus de 57 signes visibles d'agression sur le corps de la fillette. Le médecin de garde, remplissant son devoir légal et moral, contacta immédiatement les autorités policières. La mort de Jessica ne serait pas qu'une simple statistique, ce serait le début d'une enquête qui exposerait l'une des histoires les plus sombres du Portugal. Avec le corps de la petite Jessica maintenant sous les soins de l'équipe médico-légale de l'hôpital São Bernardo, l'histoire fragile construite par Inès commença à s'effondrer rapidement. Le récit sur une prétendue colonie de vacances et une chute accidentelle à la crèche ne résista pas aux premiers interrogatoires des enquêteurs de la police judiciaire de Setúbal. Après tout, quelle était cette crèche que personne ne connaissait? Où étaient les affaires que Jessica aurait dû emporter pour cette supposée colonie de vacances? Les détectives, en visitant l'appartement où vivaient Inès et Paulo, remarquèrent quelque chose de troublant, il n'y avait même pas de trace de l'existence d'un enfant dans cette maison. Aucune photo, aucun jouet, aucun vêtement. Paulo tenta d'expliquer qu'ils avaient tout jeté pour ne pas garder de souvenirs douloureux, mais la justification sonnait de plus en plus creuse face aux preuves qui s'accumulaient. Sous la pression croissante des enquêteurs et le poids écrasant de la culpabilité, Inès commença finalement à révéler la vérité. Entre larmes et sanglots, elle raconta l'histoire de la dette avec Tita, l'enlèvement de Jessica et les 5 jours de terreur que sa fille avait endurés. Chaque détail qui émergeait rendait l'affaire encore plus choquante. Les enquêteurs avaient du mal à croire que tout avait commencé à cause d'un prétendu « travail spirituel » d'une valeur de 800 €. Lorsque la police arriva chez Tita, il était déjà trop tard. La prétendue sorcière, son mari Justo et sa fille Esmeralda s'étaient enfuis. Les lieux étaient sens dessus dessous, avec des signes évidents d'un départ précipité. Les voisins, qui auparavant gardaient le silence, commencèrent à parler. Ils rapportèrent les cris qu'ils entendaient pendant la nuit, les pleurs constants d'un enfant, les mouvements suspects. Une voisine mentionna même qu'elle voyait Tita acheter fréquemment des médicaments dans différentes pharmacies de la région. La traque des fugitifs mobilisa toute la police judiciaire. Pendant 48 heures, les enquêteurs fouillèrent chaque recoin de Setúbal et des villes voisines. La violation du secret téléphonique des suspects conduisit finalement les autorités à Leiria, où le trio fut trouvé caché dans une maison abandonnée dans le quartier de Cova das Feas. L'arrestation fut rapide, les 3 étaient épuisés et avaient à peine mangé pendant leur fuite. Mais ce fut le rapport d'autopsie qui révéla la véritable dimension de la brutalité. Le document, qui provoqua l'émoi même parmi les médecins légistes les plus expérimentés, répertoria 130 blessures distinctes sur le corps de la fillette. Ce n'était pas que des ecchymoses et des abrasions, il y avait des brûlures, des coupures profondes et des lésions internes compatibles avec des tortures systématiques. La présence de cocaïne dans son organisme confirma l'utilisation de la drogue comme méthode de contention. Les examens révélèrent également que Jessica avait été soumise à d'autres types de tortures que les enquêteurs préférèrent ne pas détailler publiquement. Le médecin légiste responsable de l'affaire déclara qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle cruauté envers un enfant. Les blessures indiquaient que la fillette avait été agressée par au moins 3 personnes différentes, confirmant la participation active de tous les membres de la famille au crime. La brutalité documentée dans le rapport d'autopsie fut déterminante pour que le ministère public décide d'inculper le trio pour homicide qualifié, en plus des accusations d'enlèvement, de torture et d'extorsion. Le document souleva également des questions sérieuses sur le laps de temps entre les premières agressions et la recherche d'aide médicale, ce qui conduirait à un examen encore plus approfondi du rôle d'Inès dans toute la tragédie. Les révélations ne cessaient d'émerger. L'enquête découvrit que Tita était déjà connue dans la région pour sa prétendue pratique de la sorcellerie, ayant extorqué de l'argent à d'autres personnes vulnérables.
Cependant, personne n'imaginait qu'elle serait capable de transformer un recouvrement de dettes en un crime aussi odieux. La maison qui servait de cabinet pour ses pratiques mystiques était devenue une chambre de torture pour une enfant innocente, dont le seul crime était d'avoir une mère assez désespérée pour croire aux promesses d'amour à travers la magie noire. La nouvelle de la mort brutale de Jessica enflamma les rues de Setúbal. Ce qui commença comme un choc et une tristesse se transforma rapidement en une vague de révolte populaire sans précédent dans l'histoire récente de la ville. Les chaînes de télévision, qui transmettaient l'affaire sans interruption, transformèrent chaque développement en un spectacle public d'indignation collective. Le pic de l'émotion populaire se produisit lors de la veillée funèbre de Jessica, tenue à la chapelle de Notre-Dame de l'Annonciation. Ce qui aurait dû être un moment de deuil et d'adieu se transforma en une démonstration viscérale de la fureur des habitants de Setúbal. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant la chapelle, beaucoup criant justice, d'autres menaçant de se faire justice elles-mêmes. Lorsqu'Inès arriva pour la veillée de sa fille, escortée par la police, la foule explosa en cris d'assassine. Une femme réussit à franchir le cordon de police et à asséner un coup de poing au visage de la mère de Jessica. Le chaos fut tel que la police dut éloigner Inès des lieux pour sa propre sécurité. Elle s'évanouit pendant l'évacuation et ne put dire adieu à sa fille. Les funérailles, tenues le lendemain, se transformèrent en un événement encore plus dramatique. Le cortège funèbre ressemblait plus à une procession de fureur collective. La voiture qui transportait le petit cercueil était suivie par une foule qui alternait entre prières et cris de révolte. Le père biologique de Jessica, qui avait voyagé depuis la Hollande pour les funérailles, prit l'appel du fossoyeur et commença à enterrer sa fille lui-même, dans un geste chargé de symbolisme et de douleur. En août 2023, plus d'un an après le crime, la justice présenta finalement sa réponse. Le tribunal de Setúbal condamna Ana Cristina Tita Pinto, son mari Justo Monte et sa fille Esmeralda à la peine maximale prévue par la législation portugaise, 25 ans de prison pour chacun. La sentence fut confirmée en janvier 2024 par la cour d'appel d'Evora, sans possibilité de réduction. Que pensez-vous qui aurait pu éviter cette tragédie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun cas aussi impactant que celui-ci. On se retrouve dans la prochaine affaire.